Mais je me suis dit, voilà, si j'ai un cancer et que j'arrive à traverser la Garonne à la nage, j'arriverai à vaincre ce cancer. Pour moi, le cancer, ça a été un gros choc, une prise de conscience énorme, de me dire, si je continue comme ça ma vie, je vais mourir en fait. Mes parents étaient beaucoup dans l'image aussi, dans l'apparence, mais derrière, il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, beaucoup de non-amour en fait. À l'annonce du cancer, je me suis dit, je suis légitime à m'arrêter. Je suis plus légitime que pour le burn-out. Elle me dit, je lui dis, et toi, t'en es où? Enfin, on parle de nous, et puis elle me dit, moi je suis en invalidité. Et là je me suis dit, mais c'est ce que je veux moi. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Notre Marielle, elle a une vie bien cabossée. Elle nous dit même que sa vie était une succession d'épreuves, de deuils, de cancers de personnes autour d'elle, de difficultés à surmonter sans cesse. Et puis, elle avait régulièrement des problèmes de santé, notamment respiratoires, si bien que la pneumologue lui avait dit un jour « Vous vivotez, madame ». Et Marielle nous dit qu'elle ne savait pas comment vivre, vraiment vivre, être là, présente, s'aimer, s'arrêter, être alignée. C'est l'histoire de sa vie, un modèle parental pas évident, des parents commerçants qui bossent comme des dingues, des parents qui sont très forts dans l'apparence, dans le paraître, dans l'image. Mais derrière toute cette façade, de la souffrance, du désespoir, de la violence même, et beaucoup de non-amour. Alors voilà, Marielle, elle a tenté de se construire comme elle a pu dans tout ce contexte difficile. Elle était tellement en recherche d'amour et de reconnaissance qu'elle a noyé son mal-être finalement dans le travail. Elle a bossé autant que ses parents, et elle y a trouvé du réconfort. Elle ne rejette pas du tout son passé en bloc, elle se lançait des défis, elle avait de super challenges, elle gagnait de mieux en mieux sa vie, elle a fait comme elle a pu. Et comme beaucoup d'entre nous, parfois on fait juste comme on peut, dans un contexte franchement dur. J'ai passé ma vie à chercher de la reconnaissance à l'extérieur, à ne jamais être alignée, à ne jamais m'aimer. Je me suis mariée parce que, chez moi, il fallait se marier. Je tombais à l'intérieur. Elle tombait à l'intérieur, jusqu'à ce que le premier burn-out frappe. Elle est retournée au travail beaucoup trop vite et je vous laisse deviner la suite. Paf! Deuxième burn-out, suivi d'un bore-out. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un bore-out, c'est mourir à petit feu d'ennui après avoir été mis sur une voie de garage. Perso, je trouve ça horrible. Je me permets une petite parenthèse. Il y a parfois des médecins conseils qui sont des triples incompétents, pour rester poli, et qui remettent les gens au travail beaucoup trop tôt après un burn-out ou un cancer. Beaucoup n'ont absolument aucune espèce d'idée de ce que certains patients du cancer peuvent vivre après la maladie. Voilà, je referme la parenthèse. Marielle était chaque fois pleine d'enthousiasme et d'espoir, alors elle remontait sur sa bête après ses burn-out, mais en fait, elle se mentait à elle-même. Elle a fini par être mise en arrêt de travail, elle était épuisée physiquement et psychologiquement. Elle était contente d'être enfin arrêtée. Elle reprenait du plaisir à être. Et puis, à sa mamo des 50 ans, paf, cancer du sein très agressif. Vous savez quoi? Elle nous dit que le cancer est venu la sauver. Et je peux vraiment l'entendre. Son histoire me touche et j'avoue que je ressens toute la peine qu'elle a dû ressentir pendant des années. Elle nous dit, après l'annonce du cancer, j'étais enfin légitime à m'arrêter. Très vite, elle a rejoint la Maison Rose de Bordeaux pour rencontrer d'autres guerrières parce qu'elle ne voulait pas être seule. On est déjà si seul dans la maladie, mais encore plus seul quand on est malade et en plus maman solo. Quelle battante notre Marielle. Et son partage est vraiment touchant. Elle se livre sans phare et sans détour sur son statut d'invalidité. Dur d'accepter qu'on a une invalidité après avoir bossé toute sa vie comme une dingue. Dur d'admettre de vivre avec cette fatigue plombante alors qu'on n'a pas arrêté de se surpasser. Dur d'admettre des troubles cognitifs qui l'empêchent de lire alors qu'elle dévorait un bouquin par semaine. Perso,
Je trouve ça très dur et je vous avoue que j'aurais eu beaucoup de mal à gérer des troubles cognitifs sévères et ne jamais pouvoir écrire ou faire mon podcast. Eh bien, Marielle, elle nous explique comment elle a réussi à gérer tout cela et surtout, comment elle a fait pour accepter petit à petit cette condition qui n'est évidemment pas définitive et qui va s'améliorer avec le temps. Il y a une différence entre ces deux affirmations. Je suis invalide et j'ai une invalidité. Marielle nous explique comment ça se passe, ce qu'il faut mettre en place et surtout qu'il ne faut pas avoir honte. C'est une possibilité offerte par la société quand les personnes sont en incapacité de travail ou ont des capacités de travail réduites. Et elle rajoute le temps de se reconstruire. On parle donc ici d'une période de transition. Pour le moment, elle est en plein dedans et elle a encore besoin de temps pour se reconstruire. Faut dire qu'elle vient de loin avec ses 2 burn-out, son bore-out et son cancer. Elle ne se laisse pas du tout aller, elle fait du sport, elle prend soin d'elle. Elle a remplacé la lecture par des activités qui lui conviennent, podcasts, documentaires, séries. Elle fait un paquet d'exercices pour retrouver la mémoire, la concentration et toutes ses capacités cognitives. Elle pose des actes concrets pour apprendre à s'aimer. Ça me parle, moi, les actes concrets. Elle s'évalue, elle prend le temps d'analyser ce qui la nourrit, ce qui lui fait du bien, ce qui la porte, ce qui lui permet de se reconstruire. Elle nous parlera également de sexualité et du pardon. Son cancer lui a permis de se réconcilier avec sa mère et de commencer une nouvelle relation apaisée avec elle. C'est beau. Avant de laisser la parole à Marielle, je vous demanderai d'être un petit peu indulgent avec moi car il y a eu un petit problème de réseau les 5 dernières minutes et on dirait que j'ai le hoquet. C'est pas bien dérangeant parce que c'est surtout Marielle qui parle, mais alors que j'ai le hoquet ou alors que je saute comme une petite sauterelle en parlant, c'est selon. J'avoue que c'est l'image que j'ai eue en écoutant l'enregistrement et finalement, avec cette image en tête, je trouve ça plutôt charmant. Bonne écoute. Bonjour Marielle. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Net Princesse Devenir Guerrière. Et en fait, c'est pas vraiment juste en fait, parce que tu as fait je sais pas si on peut appeler ça une candidature spontanée. Et j'étais vraiment, c'est étonnant parce qu'en fait, ce jour-là, j'ai reçu 2 candidatures spontanées, enfin 2 demandes de passer sur le podcast. J'étais vraiment hyper touchée par ton courage, je trouve ça courageux finalement de se mettre devant un téléphone, devant une vidéo et de raconter son histoire pendant 10 minutes. Et j'étais complètement prise par tes mots. Je crois que je t'ai contactée d'ailleurs dans la minute qui suivait. Et j'ai bien aimé parce que tu as abordé des thèmes qu'on n'a pas encore abordés sur le podcast, dont l'invalidité, qui est en fait un thème que je ne connais pas. Je ne sais pas exactement comment ça se passe et il y a énormément de personnes qui posent des questions par rapport à ce statut d'invalidité, notamment sur le groupe de soutien, des femmes qui sont pas encore capables de retourner au travail, qui savent pas exactement ce qu'elles peuvent faire et donc je trouve que c'est un bel éclairage aujourd'hui parce qu'on n'a pas abordé ce sujet-là et aussi, je sais que tu voulais parler un petit peu de sexualité, alors on est toujours évidemment prêt à lever les tabous. Il y a beaucoup de femmes qui demandent qu'on lève les tabous, donc c'est vraiment bien. Alors de manière un peu classique, on commence toujours par une espèce de petite présentation, contexte, le cancer que tu as eu, en quelle année tu as été touchée, les traitements, mais on va pas s'attarder tellement là-dessus et évidemment aussi un petit peu ta vie cabossée, on va dire. Il y a eu quand même beaucoup d'épreuves, de burn-out, voilà, beaucoup de choses et comme tu le disais bien, ce cancer a été une prise de conscience pour toi. Donc voilà, je te laisse la parole, j'ai un peu trop parlé. Maintenant, c'est à ton tour. Merci Delphine de m'accueillir sur ton podcast. Je suis vraiment très très heureuse et j'aime témoigner de ce que j'ai vécu pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors moi, je suis Marielle, j'ai 54 ans, je suis maman solo d'un fils de 16 ans et demi, Lucien. Oui, j'ai été touchée en 2017 et quand j'ai appris mon cancer, j'étais déjà en arrêt maladie pour bore-out. Tu vas nous expliquer après la différence entre un burn-out et un bore-out, mais vas-y, continue. Voilà, j'étais en arrêt maladie et j'ai eu le temps de faire la mammographie des 50 ans pendant mon arrêt maladie pour bore-out et voilà, c'est là que j'ai appris que j'avais un cancer, donc tout s'est enchaîné très très vite. Tu avais jamais fait de mammo avant ? Ah si, je faisais des mammos régulières, d'autant que j'avais une grand-mère qui avait eu un cancer du sein. Oui. Et c'est pour ça que voilà, j'étais contrôlée régulièrement. Là, j'avais été contrôlée 1 an avant et il n'y avait rien. Oui. Et j'ai fait cette mammographie des 50 ans, tu sais, la mammographie obligatoire. Oui. Enfin, qui nous est offerte. Oui, du dépistage organisé, hein, c'est ça, oui. C'est ça. Et là, ça s'est enchaîné. Je l'ai fait le jour de l'anniversaire de ma mère, cette mammographie. Donc, c'est assez étrange. Donc, j'ai appris que j'avais
un cancer, pas tout de suite en fait. La mammographie a été suivie d'une échographie Oui. et d'une biopsie Bien quelques sûr. jours plus tard. Oui. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu de traverser la Garonne à la nage avec des copines. Ah oui, c'est juste. Oui. Oui. Voilà. Et c'était juste après la mammographie et avant c'était Avant la biopsie, en fait. Et en fait, là, ils me disent, voilà, il faut faire une biopsie vendredi, c'est urgent. Et je leur fais, mais est-ce que je pourrais traverser la Garonne à la nage juste après? Ils me disent, ah ben non, après la biopsie, n'y comptez pas du tout. Alors là, j'ai demandé, mais j'aimerais bien du coup la passer passer cette biopsie après. Ils ont accepté. Oui. Ce qui fait que je me suis dit, tu sais, quand on a une biopsie à passer, on se dit, c'est peut-être qu'il va y avoir un cancer. Bah, Donc évidemment, ça, oui. c'est quelque chose à quoi je pensais, c'était une possibilité. J'espérais que non, bien sûr, mais je me suis dit, voilà, si j'ai un cancer et que j'arrive à traverser la Garonne à la nage, 1700 mètres, voilà, dans l'eau, j'arriverai à vaincre ce cancer. Est-ce que tu avais un pressentiment ou pas qu'il y avait quelque Oui. chose qui allait pas? Oui. Oui, Oui. puisque j'avais tellement été épuisée ces dernières années, j'avais un pressentiment, je pense, puisque j'ai fait aussi d'autres choses. Je faisais de la danse contact, on dansait dans l'eau, dans la mer, et là j'avais, alors ça c'est un peu intime, mais on avait tous toutes retiré nos hauts de maillot, on s'était baignés seins nus, voilà. C'était quelque chose que je fais absolument pas. Mais ça fait du bien, mais ça fait du bien. Donc on avait fait ça dans le cadre de mon cours de danse, puisqu'on faisait un stage à Soulac, à la mer, et on avait dansé et on avait toutes retiré nos hauts de maillot et on s'était baigné dans la mer comme ça, c'était magnifique. Et à ce moment-là aussi, je me disais, là j'avais pas encore passé ma mammographie, mais je l'avais programmée et j'avais cette intuition. J'avais quand même cette intuition. Je me disais peut-être que je vais avoir un cancer du sein. Alors je sais pas si c'était c'était une intuition quand même, oui. Mais c'est faux. C'est peut-être parce que ta grand-mère en avait eu un ou. Alors, c'était parce que j'avais senti des choses, mon soutien-gorge me gênait. Oui, donc il y avait déjà certains petits signes, en fait, ouais. Il y avait quand même quelques petits signes, mais je voulais pas forcément les voir. Bon, en fait, ça a été confirmé par la biopsie. Voilà, j'étais dans une énergie, du coup, plus combative. C'est vrai que j'avais été... Grâce à cette nage. Tu oui, dirais grâce à cette nage. Oui. Grâce à cette nage et aussi grâce au fait que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont connu le cancer dans ma vie. Et au début, j'avoue, j'ai pas su les accompagner. J'ai pas su du tout comment faire. Il y a eu ma meilleure amie. Oui. Quand on avait 30 ans. Oui. On était éloignés. Elle était du côté de Bordeaux. J'étais à Paris à l'époque. Oui. J'étais bouleversée pour elle. J'étais triste. Je me sentais impuissante. Oui. Et alors bien sûr, on se téléphonait, on s'écrivait des lettres. À l'époque, ça se faisait puisque ça fait plus de 20 ans. Oui. Bon, je l'ai vu quand son cancer avait fait des métastases et que c'était un peu avant la fin. Et d'ailleurs, j'étais en Martinique. Elle s'appelait Martine quand elle est morte. Et en fait, je l'ai sentie dans mon corps. En fait, à un moment donné, j'étais avec mon ex-mari et je lui ai dit ça va pas du tout. Là, je me sens très très mal. Je pense à Martine très fort et je ne sais pas ce qui se passe. Et quand je suis rentrée en France, j'ai appris qu'elle était plus là, qu'elle était partie. Et voilà, je suis rentrée le jour de son enterrement en fait. Oh, et j'entends qu'il y a eu beaucoup de deuil. Enfin, je me souviens quand on a beaucoup de deuil dans ta vie en fait. J'étais assez marquée. Alors bon, donc en fait, qu'est-ce que tu as eu comme traitement? Je me souviens que tu m'avais dit immunothérapie. Oui, alors c'est un cancer HER2 très agressif. Oui. Donc j'ai eu une tumorectomie. Oui. La chance que j'ai eue, c'est qu'il a été détecté très tôt. Oui. Donc j'avais 2 tumeurs qu'on m'a enlevées. Et puis ensuite j'ai eu la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie et l'hormonothérapie. Ça fait tout le panel. Voilà, tout le panel, la totale. Et donc donc pas de reconstruction parce que tumorectomie. Donc ça c'est. Voilà, c'est ça. Ça, c'était, oui, voilà. C'est ça en moins. Ça en moins, parce que c'est déjà beaucoup. Alors, comment ça s'est passé? Et puis, voilà, peut-être en brancher, en fait, sur les histoires de burn-out et de bore-out que tu as vécu, ainsi que tous les petits signes que tu avais. Oui, parce que pour moi, le cancer, ça a été un gros choc, une prise de conscience énorme. Oui. De me dire, si je continue comme ça ma vie, je vais mourir, en fait. Mais je l'avais déjà eu ce sentiment-là à mon premier burn-out, parce que ma vie a été une succession d'épreuves, de deuil, de divorce, de déménagement, de souffrance au travail aussi, parce que tout simplement j'avais tellement besoin d'amour et de reconnaissance que je me donnais beaucoup au travail. Je bossais comme une dingue. Il y avait que ça? Tu dirais que c'était vraiment à un moment donné, il y avait que ton travail? Oui, à un moment donné il y avait que ça.
J'étais avec un mari qui travaillait aussi énormément, qui travaillait les week-ends, les vacances, qui faisait plusieurs nuits blanches. Et moi, non seulement je bossais vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'au début de ma carrière, je travaillais les week-ends aussi et je ne récupérais qu'une demi-journée pour 3 week-ends travaillés. Donc, je me souviens que tu m'avais expliqué en fait que tu avais vu tes parents qui travaillaient énormément et donc c'était un peu ton modèle. On bosse, mais aussi un grand besoin de reconnaissance aussi. Donc, comment tu expliquerais en fait le fait que tu aies tellement travaillé Alors, c'est vrai que le modèle parental, ça nous, ça nous influence. Moi, ça m'a influencé. Mes parents étaient commerçants, ils travaillaient donc énormément. Je les ai vus tout le temps travailler. Ils ne prenaient que 2 ou 3 semaines de vacances par an. Donc après, c'est quelque chose que j'ai répété aussi. Ouais, c'est-à-dire que quand je partais en vacances, je ne partais qu'une semaine à chaque fois. Oui, donc, tu m'avais dit, je me souviens que tu m'avais dit ça. Oui, c'est ça, c'est comme quoi on répète quand même. On répète. Oui. On répète même inconsciemment. On prend pas forcément conscience. Et je pense que je ne m'aimais pas en fait. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs signes. Et c'est vrai que j'ai tout le temps été une personne assez. J'avais tout le temps des problèmes de santé en réalité. Oui. Des problèmes de respiration. J'ai des soucis de respiration. J'ai un tas de problèmes de santé en réalité, dont je sais maintenant qu'ils sont aussi liés au fait que je ne m'aimais pas assez ou que je ne m'accordais pas assez d'importance ou de valeur. Et je me rappelle que j'avais des problèmes de respiratoire, d'asthme. Et la pneumologue m'avait dit, mais vous vivotez, ma petite, vous vivotez. Oh, c'est fou ça. Et ça, c'était une phrase qui tournait dans ma tête. Et je me disais, mais comment je peux vivre? Je ne sais pas vivre, je ne sais que vivoter. Je ne sais pas comment on fait. Et tu dirais qu'en fait, toutes ces années, tu te rendais pas compte que tu étais malheureuse ou est-ce que tu étais malheureuse? Comment tu te sentais en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu toute une dégringolade parce qu'il y a eu, d'un point de vue physique, je veux dire, oui. Parce qu'il y a eu ces 2 burn-out. Et puis ce bore-out où tu vas bien expliquer la différence qui est en fait assez épouvantable, moi je trouve, ce qui t'est arrivé, qui a eu vraiment toute une dégringolade physique qui t'a amené à un premier burn-out et est-ce que tu as bien traité ce premier burn-out ou pas spécialement en fait? T'es retourné vite au travail? Alors oui, c'est ça, c'est le premier burn-out, c'était quelque temps après la mort de mon père. Ah oui. Donc là, j'étais en état d'anesthésie totale parce que mon père est parti, j'étais en colère contre lui et c'est quelque chose de très difficile. C'est comme 2 deuils à vivre puisque j'ai pas réussi à lui parler ou à lui pardonner de son vivant. Voilà, c'était assez compliqué. Après, je travaillais trop. Je venais d'adopter Lucien. Tu l'as adopté. Il avait quel âge quand tu l'as adopté? Il avait 18 mois. Toute seule en plus à ce moment-là? Non, à ce moment-là, j'étais encore mariée. J'étais encore mariée. En fait, comment dire, ma vie, j'étais pas alignée avec moi. Toutes les épreuves que j'ai vécues, le fait que je ne m'aimais pas assez, le fait que je cherchais la reconnaissance à l'extérieur de moi et non pas à l'intérieur de moi, tu vois, c'était quelque chose que je vivais aussi beaucoup dans l'image. Mes parents étaient beaucoup dans l'image aussi, dans l'apparence. Donc ils étaient beaux, bien habillés. Donc il y avait une espèce d'image comme ça, mais derrière, il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, beaucoup de non-amour en fait, beaucoup de désespoir, voilà. Et moi j'ai revécu ma vie. Je me suis mariée parce que il faut être marié, il faut se marier. Mais est-ce que j'en avais réellement envie? Je crois que non. Enfin, c'est assez terrible. C'est-à-dire que bon, tout ça, ça fait qui je suis aujourd'hui et je l'accepte. Je me suis. Bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut dire que je me suis trompée? Je sais pas. Mais je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas. J'ai fait les choses parce qu'il faut les faire. Oui, toujours dans ce schéma parental à rechercher cette reconnaissance à l'extérieur. Et tu dirais que, oui, alors, tu as donné un sens, en fait, à cette maladie. Elle a été vraiment un sacré détonateur qui est peut-être venu te sauver, on va dire, dans une situation parce que là, en plus, tu avais été mise sur une voie de garage, en plus. Donc, un bore-out, c'est ça, en fait, Oui, c'est ça. En fait, donc, dès le premier burn-out, donc j'ai repris le boulot trop tôt, puisque le problème, là, c'est ça. C'est-à-dire que le médecin de la sécurité sociale m'a dit bon ben là il faut vous y remettre. Donc j'ai eu 3 mois d'arrêt. Certes, vous y remettre à temps partiel, mais à l'intérieur de moi il y avait une petite voix qui criait non, je ne suis pas prête, je ne peux pas.
et je ne l'ai pas écouté parce que j'ai fait ce que l'autorité, mais tu viens de dire il faut vous y remettre, et je me suis dit mais de quel droit est-ce qu'il dit il faut vous y remettre si t'es pas encore capable, parce que c'est une sérieuse maladie. Moi, en tant que nutrithérapeute, avant mon cancer, je recevais des gens en burn-out. C'est une maladie, enfin c'est vraiment un problème grave, et quand les gens retournent au travail trop tôt, ben c'est le deuxième burn-out assuré, quoi. Donc c'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je suis retournée trop tôt. Donc là, bon, il s'est passé pas mal de choses difficiles dans mon travail. Ensuite, comme j'avais énormément bossé, j'avais les fruits quand même de tout le travail que j'avais produit avant. C'est-à-dire que mon travail continuait de fonctionner. Voilà, ça ne se voyait pas trop que j'avais perdu une capacité de travail énorme. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai honte de dire ça, mais avant, les gens qui travaillaient normalement, je pensais que c'était des feignants, quoi, en fait. mais donc c'est tout ton modèle, quoi, oui. C'était ma façon de penser, parce que moi, c'était me donner, mais tellement, quoi, trop. Et je me rendais pas compte que c'était moi qui commettais l'erreur de trop travailler, de ne pas me poser, de ne pas m'accorder du temps. Tel besoin de reconnaissance, quoi, à l'extérieur, Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je donnais beaucoup. J'ai beaucoup augmenté mes revenus parce que je changeais de travail, je me donnais des challenges comme ça jusqu'à ce que je m'effondre, que ça ne corresponde plus à qui je suis. Voilà. Et donc deuxième burn-out, et puis quand t'es revenu, là on t'a un peu mis à l'écart. Alors deuxième burn-out, après le deuxième burn-out, oui, quand je suis revenue, ça n'allait pas dans le nouveau poste que j'avais pris. Donc j'étais partie en vacances et en rentrant, je m'étais dit bon là je vais négocier une rupture conventionnelle, je vais demander un rendez-vous avec mon chef, et lui avait prévu un rendez-vous aussi, et il m'a devancé, et là il m'a dit écoute, ça ne va pas du tout Marielle, donc je te propose un autre poste et tu as 24 heures pour réfléchir, et sinon c'est la rupture conventionnelle. Voilà. Et là, moi, en tant que maman solo, n'ayant pas d'aide de personne, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux le nouveau poste dans lequel je n'avais aucune compétence, pour lequel je n'avais aucune appétence. Ah, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Donc, mais je me suis dit, là, je sais que maintenant, je sais que je raisonnerai autrement. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est mieux pour mon fils et pour moi que j'ai quand même des revenus. Voilà, que j'ai quand même un travail. Et puis, j'avais de nouveaux espoirs, parce que dans toutes les épreuves que j'ai passées, moi, j'avais une force de vie, d'espoir, d'enthousiasme qui a toujours été là. Oui, c'est pour ça que t'as toujours foncé, quoi. Voilà. Oui. Et là, je me suis dit, bon, voilà, ça va peut-être aller. J'avais envie de me former, d'apprendre ce nouveau métier. Enfin, je me mentais à moi-même, je crois, parce que... Mais oui, j'allais dire, est-ce que chaque fois, en fait, finalement, c'était ton optimisme qui te faisait continuer, mais qui te faisait mentir aussi, en fait. C'est ça. Oui. Parce que tu sentais que c'était pas un poste pour toi. C'est ça, je le sentais, mais je me mentais, et je mentais aux autres. Je donnais l'apparence de quelqu'un qui est contente d'avoir ce nouveau poste. Et alors bon, le début ça a été en temps partiel, ça a été puisque j'ai fait quelques tâches que ne voulait pas faire ma chef. Voilà, puis petit à petit, je lui demandais de me former et elle refusait. Elle me disait toujours plus tard. Et là, ça a été très lent, ça a été difficile à identifier, mais je voulais pas admettre que je vivais quelque chose de dur à nouveau. Alors je le disais à mes copines, à mes collègues à qui je me confiais, ça va pas. Voilà, je continuais un travail sur moi avec un psy, mais là je n'ai pas vu l'ennui arriver, l'ennui s'installer. Je n'avais rien à faire, je n'avais quasiment rien à faire. Et j'étais devant mon ordinateur avec ma chef qui était sur ma droite et qui avait vu, et je faisais semblant de travailler. Et là, c'est horrible. C'est quelque chose de... surtout moi qui aime... mais qui avait bossé, qui était dans l'action, qui aimait... Voilà. Alors, de temps en temps, je faisais quand même quelques actions. Elle m'envoyait sur le terrain. Donc, je pense que ma chef... Donc, j'allais sur le terrain, ça, j'adorais. Mais ensuite, tout ce que je produisais, ça ne servait à rien. Elle ne le lisait pas. Elle ne l'utilisait pas. Quelle horreur, Donc, il fallait que ça s'arrête. Ah oui. Et je me disais, mais comment je vais faire pour que ça s'arrête? C'était horrible. Il y a même une de mes collègues qui m'a dit, mais Marielle, ça va pas. J'ai dit, je sais qu'il faut que je trouve une solution, mais je ne sais pas laquelle. Donc, je suis allée voir une conseillère de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres en France. Et j'ai commencé un bilan à ce moment-là. Et elle m'a fait faire un test. Et là, elle m'a dit, mais Marielle, tous les voyants sont au rouge.
Vous avez tous les voyants sont tout rouges. Arrêtez-vous, c'est urgent. Parce que moi, j'avais dans l'idée de chercher un autre travail. Parce que là, je pouvais plus continuer comme ça. Mais en fait, je m'étais pas rendu compte que j'étais épuisée. Et elle me dit, mais vous n'avez même pas la force de chercher un autre travail. C'est pas du tout la question. Là, aujourd'hui, la question, c'est votre santé. Ouais, mais donc c'est aussi un épuisement émotionnel, quoi, parce que t'étais, sur une voie de garage, avec une boss qui te respectait pas, donc je ne sais, oui. Donc là, t'as été mise en arrêt, t'as dû faire cette mammo. Voilà, c'est ça. Donc là, je l'ai écouté, je me suis mise en arrêt, j'ai commencé à reprendre du plaisir à être, parce que je n'avais plus aucun plaisir dans mon corps, dans mon âme. Ouais. C'était horrible. Je tombais à l'intérieur de moi, quoi. C'était une sensation que je peux même pas décrire là. C'est tellement c'est Mais difficile. C'est terrible c'est terrible. Et à la fois, je n'aime pas utiliser le mot cadeau pour un cancer parce que c'est jamais un cadeau. Il y a des femmes qui ont des traitements horribles. Je n'aime pas ce mot. Mais quelque part, il est venu te sauver là où tu étais, en fait. Alors, pour des circonstances de la vie, et j'avoue que ça résonne beaucoup en moi aussi, tout ce que tu dis, mais de voir qu'il fallait absolument faire un tournant radical. Et donc, comment t'as vu cette nouvelle, en fait, du cancer? Alors, il y a eu plusieurs choses. Quelque part, à l'annonce du cancer, je me suis dit, je suis légitime à m'arrêter. Oui, je suis plus légitime que pour le burn-out. C'est horrible, mais quelque part, je me suis dit, bon, voilà, je vais avoir du temps. Oui. Et c'est vrai que on peut dire que c'est un cadeau ou pas. Moi, ça résonne pour moi le mot cadeau parce que ça peut être une prise de conscience ou une opportunité en fait. Alors, bien sûr, pas pour tout le monde, j'imagine, mais on pour moi, ça l'a été. On comprend le contexte et c'est dans le contexte. Tout ce passé qui pèse sur toi où tu te dis je suis même pas légitime de m'arrêter dans le cas d'un burn-out et un cancer te permet enfin de et donc tu t'es arrêtée. Alors voilà, là j'ai été arrêtée. Alors bien sûr, les émotions elles sont mitigées, c'est-à-dire que ce que j'ai fait c'est que j'ai nagé. J'ai nagé le lendemain de l'annonce. J'avais prévu en plus, je venais d'acheter. Heureusement, je venais d'acheter mon appartement et j'avais invité tous mes amis pour une pendaison de crémaillère. Ouais. Et c'est la veille que j'ai su que j'avais un cancer. Donc j'ai tout annulé. J'ai appelé chaque personne en leur annonçant ce qui se passait. Oui. J'ai tout annulé, je me sentais pas du tout capable de les recevoir. Je me sentais absolument pas du tout capable de ça. Et j'ai été nager. Heureusement, il y a des amis qui ont pris mon fils pour le week-end. Et j'ai nagé avec une copine. J'ai nagé, mais vraiment tout ce que je pouvais. Je suis rentrée chez moi. Et là, je me suis effondrée en larmes. Effondrée en larmes. Et il y a une amie qui est venue accueillir mes larmes. Vraiment, parce qu'elle m'a appelée, elle voulait me voir. Et là, j'ai pleuré. Elle m'a dit j'arrive tout de suite. Et... Oh, magnifique. Et donc elle a accueilli mes larmes. Voilà. Et j'étais seule. Lucien était chez des copains, donc c'était. Il avait quel âge ? Quel âge, Lucien ? Alors c'était en 2017, donc il avait 12 ans. Il avait 12 ans et maman solo en plus, donc c'est pas facile, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc voilà. Et là après, je me suis dit, je ne veux pas être seule. J'ai ça. Et c'était impossible de me dire je suis seule à combattre. Je voulais avoir mes sœurs de combat. Je voulais être entourée de personnes qui vivaient la même chose que moi. Oui. Et je suis tombée sur Rose Magazine, édité par Rose Up Association, à l'hôpital Bergonié qui me suivait. Et là, j'ai vu qu'il y avait une maison rose à Bordeaux. C'était la première en France, la seule. Et j'ai tout de suite pris contact. Et là, je me suis fait chouchouter. C'est-à-dire que voilà, j'avais envie... Il y a deux choses dans le cancer. Il y a le côté terrible de on se bat pour sa vie. On a des traitements qui sont extrêmement lourds. Et puis moi, le Taxol, je l'ai très très mal supporté, soi-disant que c'est une chimiothérapie facile. Pour moi, ça a été une chimiothérapie mais horrible. Donc on a des traitements très lourds. On se bat pour notre vie et en même temps, on peut avoir un espace aussi pour se faire chouchouter, pour se faire du bien, pour se faire masser, pour faire des photos de stars, parce que il y avait ça aussi qui m'a fait du bien, avec une super belle robe, des beaux bijoux. Mais en fait, c'était toutes des choses que tu ne t'étais jamais permises, en fait. C'est ça. Me chouchouter, se faire chouchouter, ça c'était quelque chose que tu ne connaissais pas. Très peu, très peu. Je ne m'autorisais pas du tout, non. Oui. Et là, tu as été accueillie par des sœurs de combat. Tu allais toutes les semaines à cette Maison Rose ? Comment ça se passait ? Alors, j'y allais quand j'en avais besoin, envie. C'était en fonction du programme. J'ai fait des ateliers d'écriture, beaucoup d'ateliers d'écriture. Ça me faisait énormément de bien. Et puis, sinon, des massages, il y avait des conférences aussi.
des moments où on se retrouvait pour faire de la cuisine ensemble, pour papoter. Et là, tu n'as plus jamais ressenti cette espèce de tout ce que tu avais ressenti à l'époque, qu'il fallait faire, produire, tout ça, c'était fini. Alors, on peut pas dire que ce soit exactement fini parce que même aujourd'hui où j'ai une invalidité. Oui, ça on va expliquer après évidemment. Hein. Voilà, c'est encore compliqué de me dire voilà je fais rien, mais en tout cas j'ai ralenti ma vie. Je suis dans un mode plus slow. Oui. Vraiment, j'ai beaucoup ralenti ma vie. Ah oui, ça fait vraiment du bien. Parce que ça je ne savais pas. Moi avant, je courais partout. Oui. J'avais un planning, je devais tout planifier. Tout allait vite. Éloge de la lenteur. Éloge de la lenteur. Éloge de la lenteur, oui. Ça me parle beaucoup, ça. Oui. Voilà. Alors, bon, on va passer peut-être à cette histoire d'invalidité, puisque on voulait parler de ça aujourd'hui. Donc, depuis quand est-ce que tu as décidé, quand est-ce que tu as eu l'opportunité d'avoir ce statut d'invalidité? Et qu'est-ce que tu peux dire aux femmes qui qui sont incapables de reprendre le travail et qui aimeraient savoir, en fait, comment ça se passe? Oui, tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit les femmes qui se sentent incapables de reprendre. Et c'est ça. Moi, je me sentais incapable de reprendre, incapable de supporter le moindre stress, oui. Incapable de supporter les interactions avec des personnes différentes. Tout ça, en fait, je crois que mon vase était totalement plein. J'ai tellement supporté de choses sans rien dire. Oui. Sans compenser, sans me ressourcer, oui. Parce que j'avais un déséquilibre entre les contraintes que je subissais et les ressources qui m'auraient permis de supporter ces contraintes. Voilà, donc là, et j'avais l'expérience du premier burn-out où je m'étais dit non, je ne suis pas prête et je n'avais pas écouté cette petite voix. Mais et finalement, je veux dire, avec tous ces burn-out, ce bore-out, ce cancer, oui. T'étais encore en burn-out. Il faut quand même, oui. Je veux dire, en plus, tu ne les as jamais vraiment soignés. Non, enfin... et d'ailleurs, il y a quand même parfois des images des comparaisons qui sont faites en fait entre le post-cancer et le burn-out, où c'est l'épuisement total. C'est ça. Donc là, tu as respecté tes limites. C'est ça. Là, je me suis écoutée, mais ça n'a pas été du tout facile parce que c'était pas un exercice que je pratiquais habituellement. J'allais au-delà de mes limites. Et là, ça a été très long. Je me suis fait accompagner. Le premier déclic, ça a été un jour à la Maison Rose, une femme qui... Là, c'était après un cours de chant. Oui. Elle me dit, je lui dis, et toi, t'en es où? Enfin, on parle de nous. Et puis elle me dit, moi, je suis en invalidité. Et là, je me suis dit, mais c'est ce que je veux, moi. Parce que, mais moi aussi, je veux ça, je veux avoir du temps pour moi, je veux pouvoir me reconstruire, parce que, et je me dis, j'y ai peut-être droit. Alors là, il y a eu tout un travail pour me donner le droit d'être en invalidité. Parce qu'en fait, ça me frappe, comme tu dis, voilà, le cancer a permis que je sois légitime de m'arrêter et l'invalidité, de nouveau un statut, enfin quelque chose d'officiel qui te permet, en fait, de t'arrêter encore, quoi. Et donc là, tu as dû accepter tu as dû accepter ça toi-même, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, comme parfois, il est difficile d'accepter ce qu'on est et ce dont on a besoin. Et là, je me suis dit, voilà, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui est offert par la société. Quand nos capacités de travail sont réduites ou diminuées beaucoup, la société peut prendre le relais le temps que l'on se reconstruise. C'est-à-dire, c'est pas définitif. Ça peut être le temps que on reprenne des forces, que l'on se reconstruise, que l'on soit mieux avec soi, que l'on puisse se reprojeter dans un travail salarié ou créer son entreprise. Tout à fait. Donc, ça peut être un tremplin. Tu n'as pas une vision à long terme, en fait, de cette invalidité. Tu sais pas encore. Je sais pas. Je sais que c'est vrai qu'avant, j'étais très angoissée parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire à la fin de mon arrêt? Je suis incapable de reprendre le travail. Je me voyais vivre dans une roulotte. Je me disais, je vais pas pouvoir, j'ai pas, comment je vais faire? J'aurai pas d'argent. Donc, je me sens incapable de rechercher un travail. Mais vraiment, ça, je savais que j'étais incapable. Mais maintenant, à l'heure actuelle, encore. Encore. Oui, tout à fait. Là, tu as encore vraiment besoin de ce... Est-ce que tu es encore fatigué des traitements et tout ça? Oui. Alors aujourd'hui, c'est terrible, la fatigue. Comment dire, hier, j'ai tenu un stand pour Octobre Rose. Oui. Donc c'était environ 2h30 dans l'après-midi. Oui. Je sais que quand c'est comme ça, voilà, il y avait des amis qui m'ont invité à dîner hier. Pour moi, c'était pas possible. C'est pas possible de cumuler plusieurs choses dans la même journée. Et je passe énormément de temps à me reposer.
Ça, c'est quelque chose, je pense que je l'ai accepté. C'est très étrange. J'ai besoin de me reposer. Parfois, je m'endors aussi. Je m'endors dans l'après-midi. Non, mais on n'en parle pas assez de cette fatigue post-cancer. Et bon, tu as terminé tes traitements en 2018, c'est juste, non? Parce que ou 2019. C'est ça. On est 2 ans plus tard et il y a encore de la fatigue. Et c'est vrai qu'il faut oui, moi, je suis comme toi. Si j'ai 2 ans plus tard aussi, allez, 1 an, un peu moins de 2 ans plus tard, si j'ai plus de 2 activités en journée, je m'écroule. Donc, et c'est vrai c'est important d'en parler. C'est important de le dire aux femmes, qu'elles se disent pas, mais nom de Dieu, moi je suis vraiment une chiffre molle là, je sais rien faire. Non, il y a une fatigue réelle. Je me rappelle, j'en parlais avec mon oncologue qui disait, oui, il y a de la fatigue réelle 2 à 3 ans après les traitements, voire même plus en fait. Donc, c'est ça dépend des personnes. Voilà, mais tu avais accumulé une telle fatigue à la base déjà. Oui. Donc voilà. Alors donc ce statut d'invalidité te donne des droits. C'est ça. Un salaire. C'est ça. Des droits, tout simplement un salaire qui est calculé. Alors, il y a deux pensions d'invalidité, une qui est donnée par la sécurité sociale et l'autre par l'organisme de prévoyance de mon ancien employeur. Oui. Et c'est vrai que l'assistante sociale de l'hôpital m'avait dit, mais vous avez cotisé pendant 30 ans de travail, donc vous y avez droit. Voilà, c'est ça de se dire, c'est vrai que on a participé à l'effort commun. Oui. Et aujourd'hui, on en a besoin. C'est pas une honte. J'en ai besoin. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Mais c'est très difficile, parce que c'est vrai, déjà, le mot n'est pas très joli. Invalide. Donc, on n'est plus, valide. Les auditeurs ne peuvent pas voir à l'écran, mais qu'il y a un chat qui participe au podcast. C'est trop mignon. Je voyais qu'il y avait quelque chose de noir sur l'écran, mais il est venu se présenter sur le podcast. C'est adorable. Oui, c'est câline. Oui, mais avoir un statut invalidité et être invalide, on est bien d'accord, c'est pas tout à fait la même chose en fait quelque part. C'est ça. En fait, c'est juste une personne que j'ai rencontrée qui, elle, a une invalidité pour une autre maladie. Oui. Et elle me dit, c'est important de dire plutôt j'ai une invalidité plutôt que je suis invalide. Comme ça, on n'est pas réduit. Notre personnalité, c'est pas une invalidité. Je veux dire, on a eu un parcours de vie qui fait que notre santé est touchée et que on n'a plus la capacité de travailler comme avant. Et là, il y a quelque chose qui prend le relais pour nous aider dans cette période difficile. De transition, quoi, oui. Et voilà. est-ce que tu as des idées pour après, ou tu as pas envie de te prendre la tête, tu profites de ce statut pour le moment qui t'est offert parce que réellement tu en as besoin et tu verras ce qui s'offre à toi après? Alors, moi, ce que j'ai envie, c'est de contribuer et d'aider les femmes qui ont eu un cancer. J'ai envie de contribuer. J'adore l'écriture. Oui. Donc, pour l'instant, j'ai ouvert un compte Instagram où je publie des photos et des petits textes. Oui. J'avais pour idée d'écrire un blog, mais en fait, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Et c'était pas le format qui me convenait. Oui. Puis ensuite, je me suis dit, mais je regarde beaucoup Instagram. Et j'adore. Et c'est vrai qu'avant, quand je travaillais, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas le temps. Là, j'ai découvert tout un autre monde de podcasts, d'Instagram, enfin, il y a tout un autre monde que le monde salarié. Et c'est une belle découverte. Et là, pour l'instant, je me dis juste, je passe beaucoup de temps à me reconstruire, à me faire du bien, à m'apaiser, voilà. Oui, écrire, ça aide les autres femmes, en fait, finalement, tous ces témoignages. Et puis, comme tu fais aujourd'hui, hein. C'est ça, voilà. Tu te rends pas compte, comme tu vas aider beaucoup de femmes en témoignant. Et c'est magnifique. Écoute, c'est important de parler de ce statut d'invalidité. Alors, en fait, maintenant, d'un point de vue purement pratique, parce que moi, je suis en Belgique, donc, on a beaucoup plus d'auditrices en France. Et puis, j'imagine que les systèmes sont un peu les mêmes. Comment est-ce qu'on fait, en fait, concrètement? Comment on demande? Comment ça se passe? Alors concrètement, c'est vrai que on a un arrêt maladie et à la fin de l'arrêt maladie, le médecin de la sécurité sociale nous convoque, mais on peut devancer l'appel, c'est-à-dire qu'on peut télécharger un formulaire sur le site Amélie en France pour demander ce statut d'invalidité. D'accord. Donc c'est un formulaire très simple à remplir. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, je l'ai demandé un peu avant la fin de mon arrêt maladie. Alors, j'ai une petite question. J'imagine il faut avoir été employé peut-être avant. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un statut? Ah oui, quand tu as été indépendant, tu n'as pas ça, non?
Alors peut-être que non, ça je ne sais pas du tout. C'est vrai que là j'en parle pour les salariés. Les salariés, oui. Ça, ce serait. Je vais essayer de me renseigner, tiens. Et donc voilà, donc tu fais la demande. J'imagine que tu as une interview. Ou... Alors oui, on est reçu par un médecin. Oui. Donc le médecin a été vraiment odieux. Donc bon, ça je sais pas s'il faut le dire, hein, mais bon, ça me fait du bien de le dire là, qu'il a été vraiment très très dur à me dire, mais pourquoi vous voulez pas reprendre? Vous pouvez, est-ce que je peux laisser ça sur le podcast? Oui, ou pas? Oui, tu peux le laisser. Oui. Enfin, il me poussait dans mes retranchements, et moi, il fallait que je reste droite dans mes bottes parce que j'avais le souvenir de la première fois où j'avais écouté le médecin qui me disait de reprendre et où ça a été une catastrophe. Et donc là, je me suis dit non, je crois en moi. Moi, je ne suis pas capable. Je sais que si je reprends, je meurs. Je lui ai même dit, écoutez, mais après 3 burn-out, enfin 2 burn-out, un burn-out, un cancer, c'est quoi la prochaine étape? Et j'avais, j'ai dit tout ce que j'avais, quoi, la fatigue, les problèmes cognitifs, l'intolérance au stress. Je ne peux plus supporter le moindre stress, même aujourd'hui dans ma vie. Et puis cette fatigue énorme, voilà, qui m'empêche parfois de faire le quotidien. Hein. C'est-à-dire que j'en suis à un point juste où je ne peux parfois pas faire mon ménage, pas faire mes courses. Donc là, c'est pas grave. Je me les programme plus tard quand je ne peux pas, puisque j'ai du temps. Est-ce que tu as mis quelque chose en place par rapport à cette fatigue, ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Qu'est-ce que tu as mis? Et par rapport à tout ce qui est cognitif aussi, dont on parle quand même. Oui. Mais c'est vrai que chercher ses mots, avoir des idées plus lentes, qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à tout ça? Ah oui, alors déjà à l'hôpital, il y a un programme qui s'appelle Oncogite, avec le jeu de mots. Oui, voilà. Tout à fait. Ah, mais j'ai été contactée par ces gens dans le groupe de soutien, oui. Et c'est excellent, ça. C'est vraiment un travail. Donc j'ai fait quelques séances. On joue sur la mémoire, voilà, sur plein de choses, sur la planification, parce que c'est vrai que les problèmes cognitifs, ce sont des problèmes de mémoire, de planification, voilà, c'est très vaste. Il y a d'autres mots, mais là je les trouve pas. Ben voilà, tu vois. C'est l'exemple que je retrouve pas tous mes concepts. Tu sais que moi, je ne peux plus lire depuis des années, alors que j'étais une grande lectrice. Je dévorais plus de 50 livres par an, enfin un par semaine environ, et je ne peux plus du tout lire. Ça, c'est quelque chose de très douloureux pour moi. C'est quelque chose que j'ai perdu. Je ne peux plus, sauf des livres très courts. C'est pour ça que je suis venue sur les réseaux sociaux aussi, parce que je peux écouter des vidéos. Est-ce que c'est parce que tu ne retiens pas, ou est-ce que quoi, tu te déconcentres vite? Je me déconcentre. Voilà, c'est des problèmes de concentration aussi. C'est le mot que je cherchais, tu vois. Merci. Voilà, concentration. Voilà, je n'arrive pas à me concentrer, et tout d'un coup, mon esprit va ailleurs. Oui. Et j'arrive pas à rester sur le livre. Donc j'ai bon espoir qu'un jour je retrouve ce plaisir de lire. Mais en attendant, j'avoue que j'ai découvert le plaisir des séries sur Netflix qui m'ont beaucoup accompagnée pendant la maladie. Là c'est plus facile oui, de maintenir. Et oui. Par exemple, écouter des podcasts et tout ça, c'est plus facile aussi? Alors oui, c'est plus facile. Ah oui, c'est plus facile que la lecture. C'est pour ça que j'ai découvert tout ça. Hein. C'est quelque part grâce à ce problème de concentration et de ne plus pouvoir lire, je me suis tournée vers les vidéos, les podcasts, d'autres moyens de me nourrir. Oui. Pour aller mieux, pour lutter contre la fatigue, c'est je marche le plus souvent possible, je marche. Alors moi je dis activité physique parce que voilà. Ça. Alors malheureusement je ne nage plus puisqu'il y a eu le Covid et donc j'ai perdu l'habitude. Oui. Et tu pourrais recommencer, non? Oui. Mais là voilà. C'est important que je m'y remette doucement. Et puis, voilà, je fais des activités physiques, mais je change. Moi, j'ai beaucoup besoin de variété. Donc, parfois, je fais du yoga, parfois, je fais de la gym, parfois, je fais de la marche, de la piscine. En fait, voilà, je change, mais une activité physique, c'est important de la maintenir. Même pendant les soins. C'est tellement, ça paraît tellement contradictoire de dire t'es crevé, bah alors tu fais plus de sport et tu seras moins crevé. Mais en fait c'est réellement ça. C'est ça. Et on n'a pas toujours le courage évidemment, mais c'est bien que tu parles ouvertement en fait de tous ces problèmes cognitifs, de concentration, de résistance au stress. Bon, évidemment tout ça va s'améliorer avec le temps, mais on dirait que tu as trouvé un bon équilibre en fait avec ce statut d'invalidité. Et que tu te reconstruis en fait petit à petit. Mais écoute, merci pour tout ça. Alors je sais je vois le temps qui passe et je sais que tu voulais parler et j'ai quand même envie d'aborder encore ce sujet-là. Tu tenais à parler de sexualité. Alors qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça?
Alors là, c'est vrai que bon, moi j'ai connu la ménopause en même temps que le cancer, et par rapport à la sexualité, c'est que j'ai plus du tout de libido. C'est vraiment voilà, c'est ma libido est réduite à néant. Donc c'est quand même une partie de notre vie Oui. qui n'est plus là. Donc c'est important d'en parler. Je veux dire juste de dire voilà, il y a ça. Alors je me dis j'espère que ça reviendra. J'espère que T'es sous hormonothérapie. oui. Alors, quand ton podcast sera en ligne, il y aura déjà eu un autre podcast d'une gynécologue, bientôt sexologue, qui travaille à Gustave aussi, qui amène beaucoup de solutions Ah super. assez pratiques. Oui, on a parlé ouvertement des problèmes de désir, des problèmes de libido. C'était vraiment une super conversation. Mais est-ce que tu penses que c'est lié à toute cette fatigue, tu n'es pas encore tout à fait toi, tu dirais. Oui, j'ai encore beaucoup de choses à reconstruire. C'est ça, en fait, c'est important d'accepter que il me faut du temps, voilà, pour petit à petit prendre soin de moi, apprendre à m'aimer, apprendre à m'écouter, apprendre à me respecter, voilà. Et puis c'est comme ça. Parfois, ça m'inquiète un petit peu, mais d'autres fois, je me dis, voilà, c'est comme ça et ça va revenir. Mais c'est vrai qu'il y a toute la question de la séduction aussi, de l'image de soi. Moi, je suis toujours restée. Tu en avais parlé aussi beaucoup, en fait. Oui. Est-ce que c'était réellement la libido ou c'était une peur de ne plus être séduisante ou c'était quoi? Oui. Alors là, il y a ça, enfin, moi, je suis plus du tout dans la séduction. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé au niveau de mon rapport à la séduction, à l'envie de plaire. Et puis aussi, c'est vrai que ce chemin du cancer, ça m'a amené vers moi. Donc, à m'occuper de moi, à prendre du temps pour moi, à adorer être seule avec moi. Chose qui n'était pas forcément possible avant. J'adore ce temps que je m'accorde. Voilà. Et peut-être que c'est un temps dont j'ai besoin avant d'aller vers l'autre, vers une rencontre amoureuse. C'est d'abord de profiter de ce temps pour moi. Et là, j'ai l'impression que j'aurais un peu peur qu'on m'envahisse. Et j'ai tellement donné au travail, aux gens, que là maintenant je veux me donner à moi, quoi. Mais donc c'est peut-être une transition. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de faire des rencontres et tout ça depuis la fin du cancer? Oui, j'ai fait des rencontres, mais qui n'ont rien donné. Mais avec une certaine tristesse, tu dirais, ça t'inquiète ou tu essaies de comprendre éventuellement qu'est-ce qui se passe, parce que bon, on est quand même très nombreux à en parler. Il faut quand même penser, PANS, penser nos blessures et repenser notre féminité. Et puis bon, il y a réellement l'effet de l'hormonothérapie, pas pour tout le monde, mais bon, voilà, tu t'es pris une ménopause en pleine figure, en 2 temps 3 mouvements. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes par rapport là, si tu avais un conseil à donner ou quelque chose à dire encore par rapport à cette sexualité qui est en berne ou cette je dirais juste d'accepter la situation et puis quand même de se confronter à la rencontre, d'oser rencontrer des personnes et de voir ce qui se passe, de prendre le temps. Je pense que maintenant, j'ai plus envie de prendre le temps. En fait, ma peur, c'est de pas rencontrer la bonne personne, là, c'est de me tromper. Donc, du coup, j'y vais pas. Mais c'est aussi parce que peut-être, maintenant tu te connais mieux, tu t'étais menti à toi-même, tu veux vraiment avoir quelqu'un qui te... C'est ça. Est-ce que tu as l'occasion d'en parler sur les réseaux, justement, de ce souci de sexualité, tu en as parlé avec 2-3 autres sœurs de combat ou... Oui, on en parle. Oui, je l'ai déjà évoqué. J'avais même fait un post que j'avais intitulé Les hurlements du vagin. Parce que voilà, c'est tout ce qui découle de l'hormonothérapie ou des traitements post-cancer qui font que la sécheresse vaginale, le syndrome qui a un nom rigolo là. Tu connais. Écoutez mon podcast. Oui. Le SGUM. J'ai dit il faut retenir chewing gum pour ne pas l'oublier. Le SGUM, donc le syndrome génito-urinaire de la ménopause, et donc ménopause naturelle et ménopause induite évidemment par l'hormonothérapie, et donc c'est en dose massive, on va dire, donc voilà. Donc le conseil c'est de prendre le temps, je pense. C'est un conseil que je devrais m'appliquer à moi-même, de continuer à se faire du bien, de continuer à s'aimer, à se respecter. C'est facile à dire, mais ça passe par des actes concrets. C'est voilà. Aujourd'hui, je prends le temps d'analyser après chaque chose que je fais comment je me suis sentie.
Voilà, est-ce que ça m'a nourrie? Est-ce que je me suis sentie nourrie? Comme voilà, ce podcast avec toi, là, je me sens bien, je me sens nourrie, je passe un bon moment, ça me fait du bien et là, voilà, ça c'est positif et je vais vers ce qui me nourrit. Voilà, c'est un peu le temps de réévaluer. C'est ça, je prends le temps. Merci beaucoup. Alors, je veux quand même dire que quand on s'est rencontrés la première fois, donc séduction, ça, je pense qu'il y a aucun problème parce que je t'ai quand même dit, tu penserais pas à faire du mannequinat pour senior, hein. Alors, si vous n'avez pas vu le compte, vous allez simplement vous balader sur son compte Instagram et vous verrez, il y aura la photo de la pochette et il y aura plein de photos aussi sur sa page du site. Il y a vraiment pas de souci, donc il faut juste que tu intègres tout ça. C'est gentil. Mais voilà, en tout cas, vraiment, merci tout cœur. Marielle, on a vraiment couvert des sujets très intéressants, très intéressants, de voilà tous les signaux du corps, une vie un peu cabossée et beaucoup de fatigue, et puis ce cancer qui est venu te faire prendre conscience que fallait peut-être prendre une autre route, mais c'est très bien finalement. Hein. Voilà, tu es là. Tu dirais, est-ce que tu es plus heureuse, tu dirais? Oui. Ah oui. Et tu vois, enfin merci pour ce podcast aussi. Hein. Merci pour qui tu es, la façon dont tu l'animes et tout, ça fait du bien. Et alors, est-ce que je suis plus heureuse? Oui. Je suis plus sereine, plus heureuse. Enfin, je vais vers ça. Oui. Je suis beaucoup moins stressée, même si c'est quand même quelque chose qui reste lié à ma personnalité, hein, le stress. Et puis je voulais dire aussi une dernière chose, le cancer. Au début, je l'ai par rapport à ma mère, c'était compliqué les relations avec elle et je ne lui ai pas dit que j'avais un cancer. Oui, c'est juste, tu m'avais dit ça. Et un jour, elle l'a deviné. Enfin, elle a senti à ma voix, parce qu'on se parlait quand même au téléphone, mais elle a senti à ma voix qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et le jour de ma première chimio, elle m'a appelée et là, je me suis effondrée en larmes. Et je lui ai dit, elle m'a dit mais je viens tout de suite. Et elle est arrivée avec une amie. C'était quand même à 2 heures de route. Elle se sentait pas capable de faire la route toute seule. Et je veux dire, le cancer, ça m'a permis, voilà, de me réconcilier avec ma mère. C'était compliqué et de lui pardonner tout ce qui s'était passé dans notre vie à toutes les deux. Et là, voilà, c'était le pardon, c'est quelque chose de très fort, de très beau, de très puissant. Et on a commencé une nouvelle relation. Alors ça n'empêche que voilà, ce qui s'est passé existe, je ne le nie pas. Mais aujourd'hui, je peux avoir une relation apaisée avec ma maman aussi. Et ça, c'est beau. C'est vraiment magique. Alors là, je pense qu'on va simplement s'arrêter là parce qu'il n'y a pas de plus belle manière de terminer un podcast sur le mot pardon. Merci Marielle, merci de tout cœur. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait l'écoute toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.